Dios. Il s'agit évidemment de présenter aujourd'hui une trilogie qui s'appellera Europa et qui est en quelque sorte le fruit de nombreuses années de travail et qui sera un panorama historique et géopolitique des obligations que l'Europe devrait avoir à l'égard de son environnement dans le monde. Donc, il s'agit évidemment de déterminer l'identité ou l'idée européenne. Cette identité européenne est basée, et ici on le verra, ce sera probablement une des lignes maîtresses de cet ouvrage, elle sera basée sur la situation de l'Europe sur la map monde, sur le globe terrestre. C'est un site, l'Europe est avant tout un site, c'est une petite presqu'île à l'extrémité ouest de la grande masse continentale asiatique, et cette petite presqu'île a des côtes échancrées, elle est ouverte sur l'océan Atlantique, mais qui est res nullius à l'époque. Au-delà de l'océan Atlantique, il n'y a rien. Il y a une masse d'eau, personne ne sait ce que c'est. Donc l'ouverture au monde de cette Europe ira forcément en direction de l'Asie, du Proche-Orient, de l'Égypte, au-delà de l'Égypte, de la mer Rouge, au-delà du Proche-Orient et du Moyen-Orient, vers l'Inde, etc. Donc cette Europe est une Europe qui est à la fois isolée sur la grande masse continentale eurasiatique, mais elle est aussi ouverte sur les mers et sur les océans. Elle est ouverte sur la mer Méditerranée, bien entendu, et la mer Méditerranée sera l'enjeu entre Carthage, entre un peuple proche-oriental, et la Grèce ensuite, qui est sa concurrente immédiate, puisque Massilia, la future Marseille, sera une colonie grecque. Plusieurs villes espagnoles comme pas Carthagène, puisque Carthagène, comme son nom l'indique, est un comptoir carthaginois. Quelques villes espagnoles et la Sicile seront en partie colonisées par les Grecs. Une civilisation grecque qui n'est pas seulement méditerranéenne, et ça, on en parlera dans l'ouvrage, elle n'est pas seulement méditerranéenne, mais elle dépend essentiellement du blé de la mer Noire. Donc la civilisation grecque est à la fois une civilisation pontique et une civilisation est-méditerranéenne avec des projections dans le bassin occidental de la Méditerranée. Donc, nous allons parler de toute la dynamique que cette situation, que cette civilisation grecque, qui reste encore malgré tout le modèle principal de toutes les références européennes, de toutes les références des trois renaissances qui vont animer, et j'en parlerai tout à l'heure, qui vont animer l'histoire intellectuelle de l'Europe, et l'Atlantique qui au départ est res nullius, mais là ce seront non pas les Grecs ou les Romains maîtriseront la Méditerranée à partir de Jules César, parce que Jules César va éliminer la piraterie du bassin oriental de la Méditerranée. Jules César va acquérir le titre d'empereur parce qu'il maîtrisera le Pô, le Rhône et le Rhin, mais pas le Danube. Et le Danube est ce qu'il léguera à ses successeurs, la maîtrise du système fluvial. Ce sera aussi un des axes les plus importants. L'Europe est un ensemble de fleuves, est un ensemble de vallées, est un ensemble d'artères, de véritables artères, d'artères liquides qui vont déterminer son destin. Donc l'Atlantique, lui, sera ouvert par les Scandinaves à partir du 9e, 10e, 11e siècle. On verra les Scandinaves ouvrir l'Europe à l'Atlantique dans l'espoir aussi de fuir les peuples venus d'Orient, qui ne sont pas de matrice européenne, et qui coincent les peuples européens dans la presqu'île qui est alors un cul-de-sac. Donc il faut s'ouvrir, ou bien il faut forcer le passage en direction du Proche-Orient. Donc ça, c'est la dialectique dans laquelle l'Europe sera coincée tout au cours du dernier millénaire, et dont certains éléments
dont certains verrouillages sont en train de réapparaître aujourd'hui, alors que cette Europe vit effectivement ce que les Russes nommeraient une smouta, ou les Chinois une période de déclin, parce que Russes et Chinois ont connu une période de déclin à peu près identique. Donc cette dialectique de l'Europe, nous allons insister sur les mers et les fleuves. Rome va avoir pour destin de dominer le Danube, elle le fera, elle dominera le Danube de ses sources jusqu'à son delta dans la mer Noire. Le Saint-Empire va éliminer le danger hongrois en 955 à Lechfeld, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on parlera d'un Saint-Empire romain, mais tenu cette fois par la nation germanique, mais l'objectif sera de dominer le Danube sur tout son cours. Ensuite, les Vikings, les Scandinaves à l'époque, vont aussi avoir une politique d'ouverture à la fois fluviale et à la fois maritime. J'ai parlé de l'Atlantique, mais j'ai aussi parlé de la domination des fleuves russes, de la mer Noire et de la Caspienne. Il y a ouverture par les Scandinaves de la Caspienne et de la mer Noire. Les Vikings commercent avec Bagdad et commercent avec Byzance, avec le bassin oriental de la Méditerranée. C'est une ouverture. Et alors là, nous avons aussi quelque chose qui m'a toujours déçu au cours de ma carrière, c'est que jamais le cinéma européen n'a utilisé toutes ces tentatives pour en faire un cinéma, pour en faire une épopée cinématographique, pour en faire des épopées cinématographiques qui auraient évidemment été beaucoup plus prestigieuses que ce que fait Hollywood aux États-Unis. Bien, alors Wenner, bien sûr, Dominique Wenner, a sorti en 2001-2002 son fameux ouvrage « 30 000 ans d'histoire des peuples européens ». Cet ouvrage est très important parce qu'il insiste aussi, et c'est ce que j'ai voulu faire à sa suite, évidemment, insiste sur la nécessité d'avoir un regard sur notre histoire, d'avoir un regard sur notre présent, mais qui est alimenté par la notion de profondeur temporelle. C'est-à-dire ce qui manque à toutes les idéologies dominantes qui génèrent les propagandes médiatiques, c'est ce regard, cette profondeur temporelle. Elle n'existe pas pour l'idéologie dominante. Et ça se voit, et ça commence à poser problème, et ça pose problème parce que cette Europe est aujourd'hui confrontée à des peuples qui, eux, ont la notion et la conscience d'une grande profondeur temporelle. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Russie, qui n'oublie pas son histoire, c'est le cas de la Turquie, qui renoue avec son passé ottoman et au-delà de son passé ottoman, avec tous les mythes des peuples turcs d'Asie centrale. C'est ce qui se passe avec l'islam, qui résonne toujours en termes d'expansion des peuples de la péninsule arabique autour de son environnement persan et byzantin, égyptien et nord-africain. Donc, cette humanité européenne, pour Wenner ou pour moi-même, ici, je suis un élève du géographe écossais Colin McEvedy. Colin McEvedy était un auteur très important au Royaume-Uni, mais aussi aux Pays-Bas, plus exactement en Hollande, moins en Flandre qu'en Hollande, et il faisait les atlas historiques des écoles. Colin McEvedy voit l'origine de la civilisation européenne, de la matrice des peuples européens, dans une civilisation préhistorique, enfin une pré-civilisation historique, une culture préhistorique qui nomadise le long de la banquise, qui recouvre à l'époque les pays du Benelux, la Grande-Bretagne, la Scandinavie, qui est un immense glacier, et les pays baltes. Et il nomadise le long de cette banquise, et c'est la civilisation qu'il appelait la civilisation swidérienne. C'est une civilisation du froid, et quand j'insiste sur une civilisation du froid, c'est une civilisation qui dépend des saisons. Et si elle dépend des saisons, elle oblige cette humanité, évidemment, à prévoir. Et à prévoir sur un très court terme,
parce que ces prévisions forment la survie. Et donc là, nous avons, dans cette presqu'île aux côtes échancrées, avec 3 mers intérieures, l'une qui va se former après la fonte des glaces, c'est-à-dire la Baltique, la Méditerranée et la mer Noire, et alors aussi avec des espèces de mers au départ fermées, que sont la mer du Nord, qui va apparaître progressivement à la suite de l'inondation des terres qu'il y a entre les côtes hollandaises aujourd'hui et la Grande-Bretagne, et où l'Angleterre deviendra, évidemment, la Grande-Bretagne deviendra une île. Et on a découvert récemment d'ailleurs une forêt au fond de la mer, les restes d'une forêt datant d'à peu près 8000, 9000 avant l'ère chrétienne. Donc cette population pré-européenne vont élire domicile sur les terres les plus chaudes de cette presqu'île où les glaces vont fondre petit à petit et vont créer ce continent aux côtes échancrées, ouvert sur la mer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais cette population sera bien entendu coincée dans cet espace réduit. Elle va se sentir quelque part assiégée, elle sera assiégée plus tard, mais elle va avoir la volonté de sortir de cet espace, de se projeter ailleurs, et ça, ce livre en parle évidemment, du moins le premier volume, va en parler abondamment. Elle va chercher à en sortir par vagues successives. Et là, on voit, c'est ce que les historiens, dont Colin McEvedy et Jean Audry aussi, parlent des proto-iraniens qui vont déboucher en Iran, je résume très fort, en Inde par la maîtrise du char de combat, parce que cette population initiale, à partir de la Slovaquie, on a pu déterminer que la domestication première du cheval, qui était un équidé beaucoup plus petit que le cheval actuel, que la domestication du cheval, que la création du mors, qui va permettre la maîtrise de l'animal par le cavalier, des étriers, etc., se fait en marge de la Slovaquie, des Tatras, en face de la plaine ukrainienne. Donc c'est à partir de cette plaine ukrainienne que certains peuples vont s'élancer jusqu'en Iran, jusqu'en Inde et même jusqu'en Chine, où ils vont apporter les techniques de cavalerie, le char de combat, mais aussi une partie de la métallurgie et l'art de tisser les tissus vont les apporter en Chine. Donc on voit l'archéologie a prouvé par les momies du Tarim que des populations qui nous sont étrangement semblables. Donc on voit ces momies qui ont été conservées dans un sable salé, dans un mélange de sable et de sel, ont des visages que l'on peut croiser dans chaque rue d'Europe et ont des vêtements qui ressemblent à ceux des Écossais, du moins jusqu'au XVIIIe siècle. Bon, donc cette population a pour mission de sortir et de se projeter sur des espaces qui ne sont pas ceux sur lesquels elles sont nées. Il va y avoir un ressac traumatisant, et ça c'est une des thèses principales de l'ouvrage, notamment dans la préface d'un livre paru en Croatie par maître Georges Vujic, qui a commencé sa carrière à Paris, puis qui est devenu croate, et puis diplomate croate, et puis géopolitologue à Zagreb. Il a publié un ouvrage de géopolitique. Il m'a demandé de faire la préface en parlant de l'atlantisme, de l'eurasisme et aussi de la maîtrise de l'océan Indien qui a fait la gloire et la puissance de l'Empire britannique. J'y reviens. Donc il y a un ressac formidable. Alors que ces peuples européens dominent la masse continentale eurasiatique, ils en sont les leaders en quelque sorte, et puis vers 250 avant Jésus-Christ, les peuples mongols s'organisent et vont refouler petit à petit jusqu'au champ catalonique les Européens, qui finiront par les vaincre à 250 km à vol d'oiseau de l'océan Atlantique. Alors, il y aura les invasions mongoles, les invasions des Huns, puis les invasions mongoles, puis les invasions des Avars, qu'on a oubliées après la chute de l'Empire romain. On a cru que c'était la fin de l'Europe sur
le Danube et sur la Volga. Il y aura donc un ressac traumatisant. À partir de 250 avant Jésus-Christ à peu près, les peuples mongols s'organisent au niveau de la Mongolie et de la Mandchourie actuelle et vont refouler petit à petit les peuples proto-iraniens, européens qui ont dominé l'Asie centrale. Il y aura ensuite les invasions des Avars vers 500-600 avant Jésus-Christ qui domineront la plaine hongroise. Et puis les Mongols au Moyen-Âge qui arriveront jusqu'aux frontières du Saint-Empire et jusqu'à l'Adriatique. Donc l'Europe vit sur la menace permanente de peuples venus des steppes qui ne sont pas de la même souche. Donc l'Europe n'est pas un territoire qui, comme une certaine vulgate prétend à le dire, a cherché à coloniser le reste de la planète. Elle s'est défendue en tentant de se projeter, mais toujours à la dernière minute. Il a fallu attendre la dernière minute pour que l'Europe réagisse face à des invasions qui auraient pu être mortelles pour la suite de son histoire, pour la suite de sa trajectoire dans l'histoire précisément. Et alors, il y a impérialité. Il n'y a qu'une impérialité en Europe que s'il n'y a pas cette menace, ou que si ce type de menace est disons, verrouillé, si ce type de menace n'existe pas, si les mesures sont prises, si les mesures militaires et économiques sont prises pour verrouiller le territoire matriciel, je dirais, des peuples européens. Il y a impérialité et il y a de nouveau impérialité à partir du moment où les Francs et à leur suite les Saxons de l'empereur Othon vont s'imposer aux Hongrois à l'Eiffel en 955, où la victoire est plus déterminante encore que les champs cataloniques, puisqu'après les champs cataloniques, après les Huns, il y a eu les Avars, et puis il y a encore eu des invasions hongroises au Xe siècle, etc. En 955, à l'Eiffel, c'est définitivement terminé. Mais en 1071, les Byzantins s'effondrent à Manzikert et les Turcs seldjoucides envahissent ce qu'on appelait à l'époque encore la Romagna. Donc le pape Urbain II appelle le territoire byzantin la Romagna, c'est-à-dire une partie de l'Empire romain. Et ça, c'est déterminant. Donc, mon ami Escada dira peut-être c'est la civilisation chrétienne. Bien, Urbain II ne parle pas tellement d'une civilisation chrétienne, il parle de la Romagna. Il parle de la Romagna qui est certes devenue chrétienne, byzantine en l'occurrence. Il y a une querelle mortelle entre Rome et Byzance, mais néanmoins l'irruption d'une population étrangère à la Romagna, dans la Romagna, justifie d'apporter une aide à Byzance et de contrer. Ce sera la première croisade, puis l'épopée des croisades. Et au XIIe siècle, c'est celui qui énonce la thèse que je défends en l'illustrant par des travaux historiques actuels, c'est Guillaume de Malmesbury, qui est un petit moine anglais, qui dit voilà, nous sommes, nous, Européens, pauvres Européens, des peuples assiégés. Nous ne sommes pas des peuples conquérants, nous sommes des peuples assiégés et nous sommes obligés de nous défendre. Et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Nous sommes des peuples assiégés, on le voit tous les jours, et quand on analyse la politique d'Erdogan, qui menace d'ouvrir les vannes du Moyen-Orient, un Moyen-Orient où on apprend par ailleurs qu'il y a des projets américains de vider la Syrie et le nord de l'Irak de sa population pour les transporter en Europe, vieux projet énoncé en 1942-43 par un conseiller de Roosevelt, qui s'appelait Robert Strauss-Kahn, qui avait appartenu à l'école géopolitique de Karl Haushofer, mais qui, parce qu'il avait épousé une dame d'origine juive, avait été chassé de l'université et s'était retrouvé aux États-Unis. Donc il y a là une volonté chez Strauss-Kahn, une volonté délibérée et clairement exprimée de faire crouler le système d'éducation en Europe, et nous y sommes. Donc parler de tout ça, ce n'est pas évoquer le passé, bien que ce soit nécessaire pour avoir la même force que les peuples qui sont en face ou à côté de nous,
que ce soit les Chinois, les Turcs, les Russes, les peuples du Moyen-Orient, quels qu'ils soient, les communautés religieuses du Moyen-Orient, ou l'islam, qui soit salafiste, wahhabite ou simplement sunnite ou chiite, il y a cette notion de profondeur temporelle. J'en parle pour cela. Donc nous sommes en quelque sorte des peuples assiégés et notre histoire est tragique. Et là, je renoue effectivement, mais j'illustre aussi ce qu'il dit, d'une autre manière sans doute, ce que disait Dominique Vénère, qui aimait bien souligner que l'histoire était évidemment une succession de tragédies. Et je suis moi-même convaincu de cela, mais peut-être pas dans la perspective stoïque et stoïcienne qui était celle de Vénère, mais dans celle de Clément Rosset, où il faut toujours penser le pire pour éviter le pire. Et ça, c'est une question, c'est une idée qui me taraude depuis l'université. Et là, j'en profite pour raconter une toute petite anecdote pour égayer cette émission. C'est que j'avais horreur du cours d'économie à l'université, qui était le cours d'économie libérale classique, mécanique, etc., qui ne tenait absolument pas compte des facteurs non économiques, qui jouent pourtant un rôle déterminant dans le développement de toute économie, et ça on le sait pourtant depuis Max Weber, et je lisais pendant ces cours d'économie La logique du pire de Clément Rosset. Et la logique du pire de Clément Rosset, c'est résumé très grossièrement, c'est ça, il faut penser le pire pour éviter le pire, parce que penser le pire, c'est regarder le réel tel qu'il est, et pas autrement. Et ça, c'est une leçon fondamentale. Et récemment, un jeune homme me disait « Mais monsieur Seckers, qu'est-ce que je dois lire ?» Eh bien, je dis « Lisez La logique du pire et l'antinature de Clément Rosset. » Et il m'a dit « Oui, monsieur, je le ferai. » Donc, la suite sera dans le courrier que je recevrai dans les semaines qui suivent. Bien. Donc, notre histoire tragique, c'est la volonté de sortir de tous ces étranglements qui nous menacent. Et le danger, c'est justement l'inconscience historique. Et ça, c'est évidemment l'idée centrale, c'est essayer, par un ouvrage qui est finalement didactique, par un ouvrage qui est simple, par un ouvrage qui ne fait pas appel à des connaissances philologiques profondes, rappeler que nous avons une histoire au même titre que les autres, et que cette histoire, nous ne pouvons pas l'oublier. Ce n'est pas le cas des Turcs, et Erdogan, quand on le voit à la manœuvre, on sait qu'il a cette volonté qui remonte à tous les peuples turcs, à tous les peuples turco-mongols de l'histoire, et qu'il a la volonté de s'emparer de l'Europe, comme ses prédécesseurs aussi d'ailleurs. Simple exemple, la clique militaire de l'armée turque déguisée en janissaire a demandé un jour de jouer de la musique à Strasbourg et à Bruxelles. Ce n'est plus Rome à pomme rouge, ni Vienne la pomme d'or des XVIe et XVIIe siècles, mais ce sont les deux nouvelles capitales de l'Europe. C'est pour marquer une présence et pour dire un jour nous y serons. Nous remonterons le Danube jusqu'à sa source. À la source du Danube, nous sommes à 25 km à vol d'oiseau du Rhin, et nous dominerons la vallée du Rhin, exactement comme les Romains voulaient le faire, comme à partir de Jules César et d'Auguste, les Romains voulaient le faire, mais en sens inverse. Donc nous avons face à nous des peuples qui ont une parfaite conscience des enjeux historiques et qui vont essayer et réessayer à de multiples reprises. Et nous avons, nous, une idéologie dominante et une clique eurocratique qui ne pense pas en termes d'histoire. Et ne pas penser en termes d'histoire, c'est pire que de ne pas avoir la bombe atomique, évidemment. Alors, là, le deuxième enjeu, c'est que nous avons bien sûr la présence d'une négation de soi en tant que soi. Ça, c'est vraiment le danger à éradiquer en premier lieu, c'est justement ces idéologies du non-être, disait Jean Pavulesco, mais c'est celles qui nient ce que nous sommes en tant que ce que nous sommes.
c'est celle qui oublie, ce sont les idéologies de l'oubli que l'on voit chez un Juncker, que l'on voit dans tous les cercles eurocratiques, que l'on voit chez Merkel, que l'on voit actuellement chez François Hollande, etc. C'est la négation d'une nécessité primordiale que soulignait par ailleurs Julien Freund dans son livre sur la Renaissance, c'est la nécessité permanente de faire renaître en nous, de faire revivre des renaissances et encore des renaissances. Il y a eu 3 renaissances fondamentales dans l'histoire européenne. C'est la renaissance carolingienne. Il faut savoir que Charlemagne, qui ne savait ni lire ni écrire, il avait juste sa signature, mais il adorait aussi qu'on lui raconte les histoires des Romains, les histoires des Grecs. Il a donc permis à une série de copistes à Aix-la-Chapelle de sauver une bonne partie de l'héritage antique, bien avant les traducteurs de Tolède, de l'Espagne, de l'Al-Andalus musulmane espagnole, bien avant. Il voulait aussi qu'on lui raconte les légendes germaniques, et ça c'était Eginhard qui le faisait, et les légendes celtiques c'était Dick Will. Donc on a aussi à cette époque-là sauvé une partie de l'héritage non gréco-latin. Mais à sa succession, ce sont ses propres descendants, fils et petits-fils, qui vont détruire cette renaissance carolingienne et elle reviendra, vaille que vaille, par l'impérialité des Ottoniens, qui sont une autre famille, qui sont la famille qui prend la succession des Carolingiens, qui finiront par ne plus avoir de descendance. Ensuite, il y a l'autre Renaissance, d'où nous vient le mot, c'est la Renaissance italienne du XVe siècle, qui sera, elle, détruite par la Réforme, par le mouvement iconoclaste, et je parle du mouvement iconoclaste, bon, nous sommes ici à Lille, parce que c'est en fait dans cette région-ci que ce protestantisme fondamentaliste qui, à plus d'un titre, ressemble aux iconoclastes que sont les sectateurs de Daesh. Daesh détruit Palmyre, mais toute la statuaire médiévale a été détruite dans cette région jusqu'à Gand et jusqu'à Anvers. Un patrimoine immémorial qui est une sorte de mix du culte marial qui est partiellement païen et de la christianisation qui s'en est suivie, ça a été détruit par la Réforme. La Réforme n'est pas seulement un mouvement anticatholique comme on le fait, c'est un mouvement qui, dans le catholicisme, vise aussi la Renaissance italienne, le retour à l'Antiquité, à Platon, à Aristote et essentiellement à Tacite. Et ça, je reviens sur Tacite. Malgré tout, ce mouvement iconoclaste, qui est à la base des puritanismes anglo-saxons, qui est à la base de ce fondamentalisme des néoconservateurs qu'on va voir ravager l'Irak et la Syrie actuellement, c'est la base idéologique et c'est la base religieuse des États-Unis. Mais ça ne prendra pas tout de suite, même en Angleterre où le protestantisme triomphe. Que voit-on arriver avec la reine Élisabeth Ier, qui est pourtant la championne du protestantisme? Que voit-on arriver? Eh bien, on voit une renaissance élisabéthaine avec Shakespeare, qui renoue à sa façon avec les passés, avec les mythes, avec les idées forces non seulement de l'Antiquité gréco-romaine, mais aussi avec Macbeth, avec l'Écosse et avec Hamlet, avec le patrimoine scandinave. Nous voyons là une renaissance élisabéthaine qui va être à son tour contestée par toute la dissidence religieuse qui veut retourner au fondamentalisme des iconoclastes de première mouture, de ceux qui commencent à ravager les Pays-Bas vers les années 1520-1530. On voit cette réaction puritaine, et tous ces puritains vont être expulsés vers les États-Unis et vont créer, par les pèlerins du Mayflower à partir de 1620, vont créer les bases de ce que sont les États-Unis dans leur négation de l'Europe, dans l'aspect qui est la négation de l'Europe. Ça, c'est la deuxième Renaissance. Elle est ruinée par ce qui est à la base aujourd'hui de la politique vengeresse, de la politique destructrice des États-Unis au Moyen-Orient, mais aussi en Europe et partout dans le monde. La négation des cultures fondamentales, des cultures réelles des peuples, la négation des peuples au profit d'un système globaliste, trouve ses racines dans la destruction iconoclaste de la Renaissance italienne
à partir du XVIe siècle, qui malgré tout reste un grand siècle dont nous avons beaucoup d'exemples, que ce soit Montaigne, que ce soit Brantôme, etc. Il y a énormément d'épopées, il y a énormément de belles choses dans la culture européenne à retrouver au XVIe siècle. La troisième Renaissance, en Europe, c'est la Renaissance allemande à partir du romantisme, qui va renouer aussi avec, par la philologie, par l'étude approfondie des racines des langues grecques, latines et même de la langue française, puisque le premier dictionnaire étymologique du français, c'est le von Wartburg, qui reste malgré tout la base fondamentale de ceux qui veulent connaître le français. Les dictionnaires philologiques du provençal et du franco-provençal sont toujours actuellement édités à l'université de Tübingen. Donc il y a, même chose pour la Russie, pour les langues slaves et pour les langues baltes, c'est ce mouvement philologique qui renoue parfaitement avec la Renaissance d'Erasme, etc., qui va réactiver, créer ce que j'appelle, et ce que je ne suis pas le seul à l'appeler, la troisième Renaissance européenne, et un même iconoclasme, ce sera un même iconoclasme, mais cette fois-ci avec un visage différent. Il sera certes religieux et moraliste dans les pays anglo-saxons, en Scandinavie. Il y aura ce moralisme que vous retrouvez, évidemment, c'est au nom de la morale qu'on détruit l'Irak de Saddam Hussein et tous les sites archéologiques qui se trouvent en Mésopotamie. C'est au nom de la morale au départ, puisque le méchant Assad, il fallait l'éliminer, et qu'on va fabriquer Daesh, qui va démolir Palmyre, et qui va démolir d'autres sites archéologiques, d'autres sites chrétiens ou byzantins qui se trouvaient sur le territoire de la Syrie. Donc c'est à partir de ce même iconoclasme, mais qui va avoir un visage cette fois-ci moral ou un visage rationaliste que l'on va détruire la civilisation européenne. Et c'est très clair quand on lit, et c'est un ouvrage que j'aimerais présenter une prochaine fois, c'est un ouvrage américain qui a été consacré au président Wilson. On voit que le président Wilson baigne toute sa jeunesse dans l'idéologie d'un calvinisme fondamentaliste très prononcé. Et c'est lui qui, au nom de la morale, va fabriquer, au départ de cette matrice puritaine, va fabriquer tout le discours moral qui va s'imposer aux relations internationales après la défaite de l'Europe, pas seulement de l'Allemagne, mais aussi de la France, parce que la France, comment va-t-on l'entuber? On va l'entuber, et ça, et bien entendu, on va l'entuber en 1922, où elle n'aura pas le droit d'avoir une marine qui dépasse les 175 000 tonnes, alors que le Japon a droit à 375 000 tonnes, et les États-Unis et l'Angleterre à 500 000 tonnes chacun. Donc la France et l'Italie, qui sont pourtant des alliés des États-Unis et de l'Angleterre pendant la Première Guerre mondiale, vont être court-circuités à partir de 1922. C'est absolument humiliant, mais ça n'a jamais été raconté dans les manuels d'histoire français. Et c'est à partir de ce moment-là que la marine française va développer une hostilité aux anglo-saxons qui va culminer avec Mercel-Kébir, bien entendu. Donc il y a la volonté de priver la France de son instrument maritime. Il y a la volonté de priver l'Italie d'un instrument maritime qui puisse aller au-delà de la Méditerranée. Il y a la volonté de priver, bien entendu, tous les autres Européens. La riposte, ça va être la volonté de créer une aéronautique. Toute l'épopée de Saint-Exupéry, de Mermoz, etc., c'est la volonté de remplacer les flottes par des flottes aériennes. Et ça, c'est une chose quand même très importante. Donc, ce puritanisme qui va prendre le visage de la morale et de l'économisme, du droit et de la rationalité avec Wilson, va tenter d'humilier et de réduire l'Europe à rien du tout. Ça, c'est le deuxième aspect de cette trilogie, le premier volume, mais aussi certainement le deuxième volume. Nous sommes déjà en partie, nous sommes à cheval sur le premier et le deuxième volume. Ce rejet et le deuxième danger. L'Europe est cette fois coincée entre ses anciennes colonies qui sont déterminées
par un discours religieux qui a été rejeté dans l'Angleterre du XVIIe siècle, mais qui va se développer aux États-Unis, et par ailleurs les nouvelles moutures d'hégémonisme turco-mongol avec Erdogan et avec le fondamentalisme islamiste de Daesh, qui lui a des parallèles étonnants entre l'iconoclasme de base des États-Unis. Et ça, il faut le faire. C'est pourquoi il faut avoir une idéologie renaissanciste. La réponse, c'est l'idéologie renaissanciste face aux iconoclasmes. Nous sommes effectivement une civilisation iconodule et une civilisation musicale. Ça, c'est peut-être un autre aspect que je ne souligne pas encore dans ces deux volumes, mais c'est une chose qu'il faut savoir. Donc ici, nous sommes iconodules, musicaux, picturaux, face à un iconoclasme, et ça, il faut le savoir, et c'est l'axe de défense principal. Ensuite, la situation actuelle, qui est évidemment fort développée dans le premier des volumes, mais aussi dans le second, parce que dans le premier volume, vous aurez une première conférence pour les journées eurasiatiques qui s'est tenue à Bruxelles, et dans le deuxième volume, une conférence pour les journées eurasiatiques qui se sont déroulées à Bordeaux. Donc vous avez ces deux textes agrandis, munis d'une bibliographie assez conséquente. Donc c'est la situation actuelle. Quand on sort de l'étroitesse territoriale qui est celle de l'Europe, qui est le facteur fondamental, qui est le facteur espace, on raisonne. Kant a dit beaucoup de choses qui sont un peu rigides, mais il y a une chose qui est quand même importante, une leçon à retenir, c'est que les critères déterminants de tout savoir sont au départ le temps et l'espace. Nous sommes quelque part, nous sommes à Lille, et nous sommes le 14 septembre 2016. Nous sommes le 14 septembre 2016, nous sommes sur un point de la ligne du temps, et nous sommes dans un lieu, sur le plancher des vaches, à Lille, quelque part, et on n'en sort pas. Donc nous sommes en Europe, en 2016, et il y a des problèmes. Donc quand on sort de l'étroitesse territoriale de l'Europe, de cette presqu'île, c'est à partir du XVIIe siècle, je fais un saut dans le temps, mais c'est aussi une des théories fondamentales, non seulement des deux premiers et du troisième volume de cette trilogie, mais aussi de mon livre qui est paru en Australie, et qui ne contient pas les mêmes textes, pas du tout les mêmes textes que ceux qui vous seront présentés en français dans ces deux volumes. C'est The European Enterprise, Essays on Geopolitics. Donc au XVIIIe siècle, eh bien là nous sortons de cette tenaille qui nous bloquait à l'est. Donc l'Autriche-Hongrie élimine définitivement les Ottomans en une série de batailles impulsé par un grand héros qui est le prince Eugène de Savoie-Carignan, qui s'était mis au service de l'Autriche parce que Louis XIV n'en voulait pas, parce que c'était un petit scrogneux et qu'il était un petit peu faiblard. Pareil que ça a été exagéré, parce que tout petit faiblard qu'il était, on voulait en faire un moine, mais il était toujours en première ligne avec ses hommes. On a oublié de le souligner. Donc l'étau se dessert sur le Danube et dans les Balkans. Alors il y a la domination, la double domination, et ça c'est très important à savoir, la double domination du continent indien par la France et l'Angleterre à parité au début du XVIIIe siècle. Donc la France et l'Angleterre dominent tout à la fois le Canada conjointement et l'Inde conjointement. C'est très important, là va se déclencher un conflit en fait entre les deux puissances, un conflit qui aura pour enjeu l'Atlantique Nord et l'océan Indien. Parce que pour dominer le Canada, il faut dominer les routes maritimes. Pour dominer l'Inde, il faut dominer les routes maritimes. Donc va s'enclencher un combat que la France va perdre parce que Louis XV n'accorde aucune importance à ces quelques arpents de neige, dirait Madame de Pompadour, que sont le Canada et l'Inde, qui pourtant était un enjeu de toute première importance. Tout cela se déroule aussi sur
une sorte de déclin relatif de l'Espagne, et je parle d'un déclin relatif, et j'y reviendrai, parce que l'Espagne connaît quand même au XVIIIe siècle une renaissance basée sur la philosophie des Lumières, on l'oublie, et sur une philosophie des Lumières qui n'est pas hostile nécessairement à la religion. L'Espagne fait la part des choses entre son catholicisme et les nécessités pratiques d'organisation territoriale, de création d'un système d'imposition, d'un système de taxes qui permet l'entretien d'une flotte, qui permet enfin toute une série de choses. L'Espagne vit une sorte de mini-âge d'or sous l'impulsion de son roi Charles III, mais elle n'a plus évidemment la munificence. Oui. Et alors, 1756 est la date clé, ça vous le verrez dans plusieurs ouvrages, c'est aussi dans l'ouvrage qui est paru en Espagne aussi cet été, qui s'appelle Sinergias Identitarias. Donc 1756, c'est le commencement d'un cycle, et c'est le cycle des guerres mondiales. Pourquoi? Les guerres mondiales, le conflit de la France et de l'Angleterre pour le Canada et l'Inde est forcément un conflit mondial, puisqu'il englobe au moins 3 continents, de même que l'Afrique, puisque le canal de Suez n'est pas encore creusé, il faut contourner l'Afrique pour arriver aux Indes. Donc en 1756, il y a ce cycle de guerre mondiale qui commence. En 1763, le traité de Paris exclut la France du Canada et de l'Inde, et Louis XVI va s'en rendre compte. Le futur Louis XVI s'en rend compte. Le petit Louis XVI qu'on prend pour le roi horloger, pour un petit bonhomme qui fabrique des serrures. C'est totalement faux. C'est une image propagandiste. Ça a été démontré par plusieurs historiens, et j'aimerais en reparler ici aussi parce que c'est extrêmement important. Louis XVI lance une politique maritime exemplaire. Ça, nos amis royalistes doivent être au courant de doivent saisir, évidemment, saisir en esprit l'importance cardinale de cette politique maritime qu'il lance. Il veut reconquérir l'Atlantique Nord, et il y réussira en soutenant les États-Unis, malheureusement, dans leur révolte contre l'Angleterre. La Royale, c'est-à-dire la flotte française, va vaincre la flotte britannique, et elle dominera pendant un bref laps de temps l'Atlantique Nord. En Inde, il restera exclu, mais il entamera, en envoyant la Pérouse dans le Pacifique, quelque chose de très important, qui sera aussi souligné dans les 2 premiers volumes, ou dans le 2e volume, avec plus de précision. C'est la nécessité pour l'Europe d'être présente dans le Pacifique. Elle a raté le Pacifique. Elle a raté le Pacifique au profit des États-Unis. Et la politique maritime est doublée d'une politique de pacification continentale. Vous savez tout le mal que la propagande républicaine dit de Marie-Antoinette, mais il faut savoir que ce mariage, qui est aussi un mariage politique, mais de grande importance, enterre définitivement, comme le disait d'ailleurs le professeur Allard, qui a été président de Synergie Européenne France pendant un certain temps jusqu'à sa maladie, la pacification, elle enterre définitivement le conflit entre les Habsbourg et la France. Et là se crée ce que j'appellerais la première Eurasie pratique. Il y a une alliance de facto entre la France, l'Autriche-Hongrie et la Russie face aux facteurs ottomans, et il y a une politique conjointe de la Russie et de la France dans le Pacifique que j'aimerais approfondir par des ouvrages anglo-saxons qui sont aussi très beaux à raconter, parce qu'il y a dans cette volonté de conquérir le Pacifique, les Russes sont présents en Alaska et ils sont présents en Californie, n'est-ce pas? Donc il y a là un partage des tâches qui est absolument important. Et alors, je terminerai en disant que la Révolution française va ruiner cette politique eurasienne avant la lettre, va négliger la royale et va négliger la politique maritime, de même que Napoléon, et qu'on aura pour résultat, au bout de l'épopée révolutionnaire et napoléonienne, la Sainte Alliance, qui ne durera que 15 ans. Elle sera battue en brèche par l'indépendance de la Belgique, qui va aliéner d'une part la France et l'Angleterre, d'autre part la Prusse, l'Autriche-Hongrie et la Russie, puisque la reine de Hollande était la sœur du tsar.
Elle va se prolonger par quelque chose qui demeure très actuel, qui est en 1853 la guerre de Crimée, qui va tourner la Russie contre l'Occident. Tout l'anti-occidentalisme que l'on repère et que l'on repère en Russie depuis Dostoïevski, même chez Tolstoï qui était officier pendant la guerre de Crimée et que l'on retrouve évidemment dans l'entourage d'Alexandre Douguine, cet anti-occidentalisme né pendant la guerre de Crimée et se répercute, c'est toute la politique du Donbass, et donc évidemment les éditions BIOS publieront les mémoires ou les souvenirs d'un combattant français du Donbass. La guerre de Crimée reste d'une brûlante actualité, mais il faut pouvoir la restituer dans son contexte. Alors, se déclenche aussi, et ça c'est très important, et ça reste très actuel dans l'histoire des BRICS et de la perte du Brésil et de l'Argentine, la victoire américaine récente sur laquelle on n'a pas assez insisté, parce que nous avons subi ceux qui veulent une multipolarité dans le monde ont subi un ressac terrible en Amérique latine. Au Brésil, avec le putsch néolibéral, en Argentine, avec l'élimination de Madame Kirchner comme présidente, etc. Donc la doctrine de Monroe en 1822 proclame l'Amérique aux Américains et va enclencher le cycle des indépendances créoles dans l'Amérique ibérique ou dans l'Amérique hispanique. Donc là, on va commencer et on va interdire aux puissances européennes d'intervenir dans ce processus, d'aller aider l'Espagne à se maintenir dans ce grand continent, dans l'hémisphère occidental. On verra évidemment la fin tragique de Maximilien de Habsbourg au Mexique, qui a été une tentative un peu maladroite de Léopold III, de Napoléon III, pardon, de reprendre pied, ou de faire en sorte que la France reprenne pied dans le grand continent. Alors, il y a plusieurs étapes. L'indépendance de l'Amérique latine, la guerre contre le Mexique en 1848 pour le Texas, où les États-Unis atteignent la bi-océanité, donc un premier pied dans le Pacifique, et en 1898, où l'Espagne est battue, où on lui prend Cuba, Saint-Domingue et les Philippines, et où les États-Unis se retrouvent face aux côtes de Chine. Et là, nous avons l'origine, évidemment, de la brûlante actualité, la querelle dans la mer de Chine, les îlots que la Chine cherche à maîtriser simplement pour s'assurer, contrairement à ce que le Japon avait fait en 1941, pour s'assurer l'approvisionnement maritime du pétrole et certaines voies maritimes en direction de l'Iran, de l'Inde, mais aussi de l'Europe. Donc voilà, nous avons ensuite la première intervention des États-Unis en 1900 dans la guerre des Boxers et l'hostilité au Japon qui a eu pour tout un processus, qui a eu pour effet d'exclure l'Espagne, mais aussi l'Allemagne, qui avait porté secours à l'Espagne et lui avait acheté en 1895 la Micronésie au centre de l'Atlantique, et où il y a eu des conflits germano-américains pour la maîtrise de Guam. Ça, on l'oublie très souvent. Et il y a eu, et ça c'est une anecdote importante, Lord Kitchener rencontre Haushofer qui se rend au Japon, en Inde, et il a dit si nous nous battons, nous Anglais et vous Allemands, l'Europe n'aura plus un pied dans le Pacifique et nous serons foutus pour le siècle futur. C'était prophétique et Kitchener est mort en 1916. Il n'a jamais pu évidemment exprimer ses idées géopolitiques après.